grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, dossier libération de Woodley Théard et Renel Nelfort, accusés de kidnapping et de trafic de drogue. Le réseau national de défense des droits humains dénonce une manœuvre du pouvoir en place et prévient contre une mise en danger des policiers nationaux. Éclaboussé par plusieurs scandales ces derniers temps, le ministère de la Justice tente de faire le ménage. Maître Klamé Oknam Dameus, lui, devient le nouveau chef AI du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en remplacement de Kerson Darius Charles, mis en disponibilité. Enoch Génélus, ancien commissaire du gouvernement des Gonaïves, est démis de ses fonctions. Un nouveau commissaire du gouvernement à la cour d'appel, Carves Jean, vient remplacer Raphaël Jean-Baptiste, qui part en retraite. Dans l'actualité également, plus que 72 heures avant que le CEP ne mette fin au processus d'inscription des candidats aux prochaines législatives, 1440 candidats se sont inscrits jusqu'à date, 185 au Sénat et 1255 à la députation. Ouverture de la 5e édition du Sommet international sur la finance et la technologie appliquée, initié par la firme privée Groupe Croissance. Les discussions qui dureront 5 jours s'articuleront autour du thème « Financer les exportations d'Haïti ». Et puis enfin, 15 novembre 2015, c'est la nouvelle date fixée par le CONATEL pour rendre effective la portabilité. Ce projet qui permettra aux utilisateurs de téléphones mobiles de garder leur numéro, même en changeant de compagnie. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité, le développement du journal.
Comme annoncé en titre, la libération vendredi dernier des deux présumés chefs du gang Galil, à savoir Roudli Théard et Renel Nelfort, est un scandale judiciaire. Selon le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, le défenseur des droits humains dit soupçonner le pouvoir en place dans cette affaire. Suivez ce reportage. La justice haïtienne est en putréfaction. C'est l'alarme déclenchée vendredi dernier suite à la libération de Roudli Théard et Renel Nelfort par le juge instructeur Lamar Bélizaire, faute de preuves. Libération survenue après un procès irrégulier puisque l'affaire était portée par devant la cour d'appel. Procès qui a aussi été conduit par un juge réputé proche du pouvoir, tout comme le sont les accusés. Te gagné et obstacle bon côté pouvoir pour empêcher la justice de travailler et même la justice de décerner un mandat contre son la famille a psyché dans la RIA dans la machine parler nationale. Des défenseurs de droits humains assimilent la mise en liberté de Sonson La Familia et Renel Les Récifs, accusés de trafic illicite de stupéfiants, enlèvement suivi de séquestration contre rançon et assassinat, à une menace pour la sécurité des policiers. La police nationale là, ouais, que ces autorités au plus haut niveau dans l'État qui utilisent juge Lamar Bélizaire qui se bras armé pour libérer Gangsa, la police n'a pas en sécurité et pas oublier que Gangsa li touye en pile policier. La justice ne vit pas de scandale, elle en meurt. Les scandales à répétition au sein de l'appareil judiciaire haïtien traduisent l'état cadavérique du système. Nous l'avions annoncé en titre, maître clamé au CNAM Dameus est le nouveau chef AI du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il vient remplacer maître Kerson Darius Charles qui a officiellement remis la charge du parquet ce lundi matin. Une note du ministère de la Justice avait annoncé la mise en disponibilité de maître Charles sans en préciser les raisons. Le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, maître Dameus, était jusqu'ici substitut commissaire du gouvernement au sein du dit parquet. Dans l'actualité également, installation ce lundi du juge Carves Jean comme commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince, remplacement de Raphaël Jean-Baptiste, parti en retraite. Dans la circonstance, une cérémonie de prestation de serment a eu lieu au local de la dite cour au bicentenaire, en présence notamment des juges de cette cour, du bâtonnier de l'ordre des avocats. Le nouveau commissaire du gouvernement de la cour d'appel promet d'être à la hauteur de la tâche qui lui est confiée et exprime son engagement à travailler en faveur de la distribution d'une justice saine et équitable. Les propos de Carves Jean sont recueillis par Wesley Antoine et Jasmin Denis. Je voudrais vous signifier tout de suite ma détermination de toujours, qui est de contribuer à la distribution d'une saine et impartiale justice. Cette détermination qui n'a jamais été prise à défaut la juridiction où j'ai eu l'honneur de fournir mes services, que ce soit dans le tribunal de paix à Atchevaux dans la Tibonite, à Miagouane-Mélénite, à la Croix des Missions dans l'Ouest, à Pétionville dans l'Ouest, et comme disait l'autre, mes épaulettes, je les ai gagnées sur les champs de bataille. Mon souci majeur restera toujours le même. Mais j'étais dans la bataille pour que tout et chacun, au plus fort, au plus faible, du plus nanti au plus vulnérable, trouve le réconfort recherché en frappant à la porte du temple du Thémis et que la magistrature haïtienne retrouve la pleine et entière confiance des uns et des autres. Mentionnons donc la cérémonie de prestation de serment du nouveau commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince a été présidée par le président de la 3e section de la dite cour, le juge Durin-Duret. Ce dernier invite le commissaire Carves Jean à s'inspirer de son expérience dans le système judiciaire afin de mieux exercer sa nouvelle mission qui consiste à défendre la société et veiller à l'application de la loi. Durin-Duret, au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. L'intérêt de la société ces derniers jours est souvent méconnu par certains chrétiens qui préfèrent défendre souvent les intérêts des autres
au lieu d'assumer leurs tâches consistant à défendre la société. Dans tous les cas, c'est l'intérêt de la société qui doit avoir le dessus. Magistrats, vous êtes appelés à veiller à la stricte application de la loi. Uniquement la stricte application de la loi. Vous êtes appelés également à tenir les audiences, à participer aux audiences à l'heure, à rendre les réquisitoires toujours à temps comme vous avez l'habitude de le faire. Vous êtes tenus également d'être toujours à l'heure, non seulement aux audiences, vous êtes tenus également de participer à toutes les assemblées générales parce que ça va dans l'intérêt du fonctionnement de la Cour, ça va également dans l'intérêt des justiciables. En tant que magistrat, nous avons un défi à relever. Le défi actuellement, c'est de redorer l'image de la justice. Rappelons que le juge Carves Jean occupait jusque-là la fonction de substitut commissaire près la dite cour. Parlons toujours justice. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Kerson Darius Charles, a été mis en disponibilité par le ministre de la Justice. Les causes de cette décision du garde des Sceaux de la République restent jusqu'ici inconnues. Toutefois, le ministère de la Justice explique que c'est dans le souci de donner un nouvel élan à ce parquet et en assurer le plein rendement pour la bonne marche de la justice et la préservation des intérêts de la société que cette décision a été prise. Parallèlement, le chef du parquet près du tribunal de première instance des Gonaïves, maître Enoch Génélus, a été démis de ses fonctions. Une décision du ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui fait suite au rapport de la commission d'enquête dépêchée par le ministère de la Justice dans la juridiction des Gonaïves. Selon le rapport, maître Enoch Génélus a agi en tant que parquetier sur un dossier déjà transféré au cabinet d'instruction. Une telle intervention va à l'encontre du principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Parlons à présent élection. Le processus d'inscription en ligne des candidats au Sénat et à la députation avance à grands pas, selon le directeur du registre électoral, Philippe Augustin. Pour l'heure, 1440 candidats se sont inscrits, dont 1319 hommes et 121 femmes. De ces 1440 candidats, le CEP a enregistré 185 pour les sénatoriales et 1255 à la députation sur tout le territoire national, a expliqué M. Augustin. De son côté, le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, a fait savoir que l'institution électorale est en train de mettre les bouchées doubles afin de parvenir à la réalisation des élections dans le pays. Tour à tour, le porte-parole du Conseil électoral provisoire, Franz Bernardin, et le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seyid. Cette semaine encore, il y a une délégation qui était allée dans la grande danse, côté que était allé visiter, faire état des lieux de certains becs. Si il y a un monde qui était manqué, des installations qui fait tout, il y a un processus, par exemple, d'examen, à testimonier pour capable au moins gagner des personnels crédibles, parce que CPA croit que il n'y a pas besoin aucun monde dans bed avec Nambera que il parachuté, pas de parachutage, c'est un élément que CPA croit là-dedans et il y a gourmet pour capable payer parachutage. Tout le monde qui est là, c'est dire que on voit que si pour capable entrer, que fait partie de bed ou bien de bec et puis devant tout, même bif avec tout ça capable faire, a toujours gagné même l'ordre là, même processus là, même respect principe ça cap toujours là. Matin, on recevoir dernière statistique qui ça dit. Nous avons gagné au total 1440 candidats qui inscrits, qui préenregistrés. Dans 1440, ça, il y a 1319 hommes et 121 femmes. Ce qui fait une participation féminine de 8% à date. Nous avons gagné 185 candidats préenregistrés pour sénateurs. Nous avons gagné 1255 candidats préenregistrés pour députés. En termes de dépôt de pièces, nous avons gagné 203 dépôts de pièces pour députés et 34 dépôts de pièces pour sénateurs, ce qui fait au total 237. Nous avons remarqué que le nombre de candidats qui déposaient pièces est très petit par rapport au nombre de candidats qui préenregistrés. Moi, suppose que c'est parce que les candidats probablement ont des difficultés pour joindre pièces eux-mêmes. Et c'est pour profiter de l'occasion ça tout pour moi encourager l'autre institution de l'État qui peut faire la diligence pour les candidats toutes pièces qu'ils ont besoin pour être capable d'avancer avec le processus là.
Rappelons que le processus d'inscription avait démarré le 6 avril dernier et prendra fin le 23 avril prochain, ce jeudi donc, selon un communiqué du Conseil électoral provisoire. Dans le département de l'Artibonite, le processus d'inscription des candidats pour les prochaines sénatoriales suit son cours. Plus d'une trentaine de candidats à la députation ont déjà été enregistrés, contre seulement 3 au Sénat. Au niveau du bureau électoral départemental de l'Artibonite, a indiqué le président du BED de ce ressort, Claudel Saint-Hilien, a aussi annoncé l'inscription d'une douzaine de candidats issus du réseau Bouclier National. Plus de précisions avec le président du BED de l'Artibonite, Claudel Saint-Hilien, au micro de journalistes Saint-Hilus et Jasmin Denis. Il y a plusieurs partis déjà qui sont déjà inscrits, et notamment Haïti en Action qui a fait le premier pas. Et il y a un pont réparé, ensuite aujourd'hui on a inscrit Bouclier qui vient avec 15 candidats là qui ont inscrit depuis le matin avec nous, on a inscrit. Ensuite nous avons 3 candidats pour le Sénat. Et au niveau du département, c'est le sénateur Yuri Latortu qui est inscrit, Willy Jean-Baptiste, ancien sénateur, et avec Mme Claire François Joseph qui est inscrit pour le département de l'Artibonite. Jusqu'à présent, c'est 3 candidats pour le Sénat, et puis nous avons une trentaine de candidats pour le député. Jusqu'à présent, pas de problème, sauf que le système est un peu lent, mais quand même, on a marché doucement avec elle, et pour qu'elle puisse travailler convenablement. Bon, et le principe, c'est que depuis que le candidat n'est pas complet, c'est vrai d'aller, nous ne sommes pas capables d'enregistrer, parce que le système n'a pas de prendre non plus. Donc, pas vraiment de problème. Tout va marcher correctement. Bon, ça arrive vraiment, il y a des candidats qui allaient en ligne. Le système n'est pas bon. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment responsables de ça. Pour nous-mêmes, ce qui est important pour nous, il faut que le candidat d'abord lui fasse un pré-enregistrement. Une fois que le candidat enregistré déjà, nous n'avons pas de problème pour le recevoir. Nous avons monté dans le système, nous entrons 6 candidats, et puis toute information va monter vers nous, et puis nous valider l'inscription du candidat, et puis tout va fini. Nous n'avons pas de problème au niveau de l'Artibonite. L'ancien député de la commune Terre-Neuve, Jobson Leroy, membre du Bouclier et candidat à sa propre succession, informe que le Bouclier s'est déjà entendu avec plusieurs autres candidats, notamment des départements du Nord et Nord-Ouest, sur la possibilité d'utiliser sa bannière lors des élections législatives. Pour sa part, Arnel Beaubrun, candidat pour la commune de Verrette, se dit également prêt à lutter en faveur de la classe des démunis. Tour à tour, Jobson Leroy et Arnel Beaubrun. Je dis à l'important pour nous avoir un signal clair avec le reste du monde là, pour nous dire au niveau paysan, nous toujours croyons dans la démocratie. Au niveau paysan, en dépit de tout, nous avons une seule voie pour atteindre l'objectif nous, pour nous porter changement en dans le pays, ça va masse, la classe défavorisée, c'est aller dans l'élection. Au niveau bouclier national, nous lançons un appel clair par les responsables politiques là pour nous dire clair que Bouclier voulait une élection inclusive, une élection participative, une élection côté masse là doit exprimer volonté. Et nous disons clair à tout le monde, Bouclier lancer dans le combat démocratique, Bouclier pas lancer dans la guerre. Et si toutefois il y a la guerre tout, Bouclier pas faire back parce que nous clair cette fois-ci. Il faut que masse la participe en le pouvoir d'État. Nous parler pour avancer et pour aller droit dans l'élection et avec détermination pour que nous remportions l'élection. Cependant, je pense que nous lançons un appel à tout l'autre monde qui est dans le pays, qui est intéressé à l'élection, pour que nous emboîtions le pas. Et nous sommes d'accord pour que nous allons mener le combat électoral là à tout niveau. C'est ça qui fait nous prenons toute disposition, tant qu'au niveau nord-ouest, nord-est, nord, l'Artibonite, Grandance, sud, et Nip, y compris l'ouest, nous parlons pour nous mener une bataille électorale. Écoutez, le nord nous parle, Naoun Marcellus et Justin Metellus a représenté nous dans le Sénat, dans le département nord. Le nord-ouest, M. Kedler Augustin a fait représenter nous pour sénatorial année ça. Dans le département du Sud-Est, jusqu'en début du week-end écoulé, seulement 4 candidats, 1 au Sénat et 3 à la députation, étaient inscrits au niveau du bureau électoral départemental depuis le lancement du processus d'inscription des candidats pour les prochaines législatives, a indiqué le président du BED du Sud-Est. Pétion Kesnel a ajouté que les dossiers des candidats inscrits seront acheminés sous peu au bureau des affaires juridiques du CEP. En ligne,
Notre correspondant, René Voltaire. C'est vendredi 17 avril 2015, la plateforme politique Rassemblement National Démocrate Volontaire pour l'Unité Salvatrice Rendez-vous dans le cadre d'une alliance à Convention Unité Démocratique KID possédée à inscription 3 candidats qui ont gagné pour participer dans la prochaine élection. Dieu Piché Rubin pour sénateur Patrick Domon et docteur Africo Jean-Baptiste, respectivement candidats pour poste député pour circonscription Jacmel et la Vallée. C'est un maillage KID avec plateforme rendez-vous dans le département sud-est là. C'est un signal qui annonce 20 changements li pas trop loin. Sindakwe, déclaration coordonnateur national rendez-vous pasteur Maki Kessa. Dans KID, gagner un cheval comme étant emblème yo. Dans rendez-vous, gagner un tonton qui a soufflé une trompette dans un globe. Eh bien, jodi a nous dit rendez-vous sous deux chevals là. Trompette là pour le sonner. 3 candidats qui ont même mandé conseil électoral provisoire en place là pour assumer responsabilité dans organiser bon genre élection dans le pays d'Haïti. Ça fait seulement 4 candidats qui inscrits dans BED Sud-Est là. Michel Edzer pour parti rétabli Haïti avec 3 candidats rendez-vous d'après président BED Sud-Est là Pétion Kesnel qui indiquait yo pral soumettre dossier ça yo bas section juridique KEPA poursuite légale. René Voltaire, métropole du Sud-Est Jacmel. Élection toujours à l'initiative du Conseil électoral provisoire en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et la Fondation internationale du système électoral IFES. Un programme baptisé Stratégie de genre élection a été lancé ce lundi. Il s'agit pour le CEP de recueillir les doléances des femmes par rapport au processus électoral afin de faire des recommandations, a expliqué la conseillère électorale Yolette Mengual, ajoutant qu'un total de 500 haïtiennes est touché par ce projet. Cette démarche initiée à l'approche des élections législatives programmées au 9 août 2015 vise à conscientiser les femmes sur l'importance d'intégrer le processus électoral, a indiqué Yolette Mengual au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seyidi. Stratégie nationale genre et élection, c'est un outil que le Conseil a mis sous pied. Il travaille sous lui avec IFES, avec le ministère Conditions Femmes, pour nous capables d'identifier qui est bon moyen, qui est capable d'encourager la participation femmes dans l'élection. Nous avons fait plusieurs tournées de validation dans la région. Côté, nous avons gagné environ 716 participants là-dedans, 188 garçons, 528 femmes qui participaient dans différents ateliers de validation qui fait dans toute région pays d'Haïti. C'était présenté stratégie ça et puis ramasser recommandations qui sortent bon côté organisation de femmes, bon côté différents partenaires qui étaient participés, recommandations ça que nous ramasser en pral renforcer la stratégie nationale genre et élection côté recommandations nous pral travail sur yo pour nous mettre en application, pral mettre sous pied tout une large campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes pour que femmes yo candidates, femmes yo électrices, yo exercer droit civil et politique comme électrice comme candidate, mais tout j'aime dire là pour participer dans la machine électorale là comme ça. C'était annoncé en titre la 5e édition du Sommet international sur la finance et la technologie appliquée a démarré ce lundi à Pétionville. Organisé à l'initiative du groupe Croissance, ce sommet durera 5 jours, durant lesquels plusieurs thèmes relatifs, entre autres à la finance publique, seront abordés. Lors de la première journée, la condition financière des municipalités du pays était au centre des réflexions. Compte rendu, Éphésie Mathieu. Finances municipales, c'est le thème de la première journée de travail qui a réuni des cadres de l'administration publique, des membres du secteur privé ainsi que des représentants de plusieurs institutions financières. L'occasion pour le sénateur de la République, Jocelyn Privert, spécialiste en fiscalité, de s'interroger sur les moyens de fonctionnement des municipalités. Pendant ces 7 dernières années, le chiffre n'a pas bougé grandement. On voit 517 millions de gouttes. C'est l'ensemble des ressources collectées pour les 140 communes de la République. Alors que les recettes d'État sont estimées à 60 milliards pour l'exercice 2014-2015.
Il faut réguler le fonctionnement des municipalités à l'échelle nationale et les aider à être autonomes financièrement, exhorte l'économiste Kessner Farrell. Le PDG de la firme privée Groupe Croissance croit que la finance municipale est indispensable pour le développement du pays. On ne peut pas construire un pays sans avoir des finances municipales, un budget municipal. Nous faisons une petite blague avec elle. Dans pile monde qui t'a supposé pas capable de prendre job mairie, même si il t'a offert parce que pas l'argent pour gérer la majorité des mairies. Pour l'économiste Farrell, 3 choses peuvent aider à remonter la pente. Comment remonter la pente là? D'abord, il faut que les gens qui veulent diriger même si on prend les lois, il faut être respecté. Donc, il y a pile de gens qui n'est pas candidat là. Sur la façon que sa constitution dit pour capable de gérer, il faut gagner ça la crédibilité. Et nous-mêmes, comme population, il faut faire pour nous payer les taxes. La pression fiscale est encore beaucoup plus faible au niveau local. Si on ne paie pas, on ne peut pas avoir les services. Au terme de ce sommet de 5 jours, un document sera élaboré. Document qui visera à une meilleure gestion du secteur des finances sur l'ensemble du territoire haïtien. Le sommet international sur la finance et la technologie appliquée est à sa 5e édition. Au cours de la semaine, d'autres thèmes tels le secteur des assurances et la monnaie électronique seront abordés. Nous l'avions annoncé en titre, le projet de la transition des télévisions analogues au numérique suit son cours, selon le directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel. Jean-Marie Guillaume informe que le processus a été retardé en raison des récents changements enregistrés au niveau de l'administration publique. Le DG du Conatel fait savoir que le ministère des Travaux publics, son ministère de tutelle, évalue actuellement, de concert avec le ministère de la Communication, les possibilités de faire de la télévision nationale d'Haïti la première station digitalisée dans le pays. Jean-Marie Guillaume au micro de Ludmilla Amak et Wendy Henry. Capable de dire que malheureusement nous devons gagner au ralentissement dans le dossier à cause de tout changement politique, etc. qui était gagné, puisque ce dossier qui demandait pour que l'État et haïtien engagé, et c'est ça qui fait que pour l'État haïtien engagé, nous gagnons ça, nous les comités interministériels. Nous avons commencé à travailler avec anciens directeurs, anciens ministres, mais malheureusement, avec le changement qui vient de gagner, nous connaissons là, nous avons un processus pour nous rééduquer et nouvelle administration. Mais cependant, je suis capable de dire, bonne nouvelle, c'est que nous travaillons comme un ministère de tutelle, qui est le ministère des Travaux publics, et en constante communication qu'on y a là avec le ministère de la Communication. Et côté que nous travaillons justement pour si on est capable de arriver à un accord, côté que première station qui va digitaliser, c'est RTNH. Donc Télé Nationale, nous pensons très bientôt, et basé sur discussion qu'a faite entre deux ministères, et TNH est capable de commencer à diffuser de manière digitale. Et je pense que probablement l'an prochain, 2 à 3 mois, et la population pourra commencer à expérimenter et transition ça avec Télé Nationale. Le 15 novembre prochain, c'est la date butoir pour lancer officiellement le projet de portabilité dans le pays. Annonce faite ce lundi par le directeur général du Conseil national des télécommunications. Jean-Marie Guillaume souligne que les opérateurs doivent s'entendre sur les aspects techniques afin de rendre plus facile et plus efficace ce dossier. Jean-Marie Guillaume a en outre fait savoir que pour respecter ce délai, des mesures sont prises. Écoutons ses explications au micro de Ludmilla Amak et Wendy Henry. Portabilité, c'est qui s'allie, c'est l'organe numéro de téléphone, au besoin de quitter l'opérateur, et bien, ou pas besoin de changer le numéro de téléphone là encore. Donc, si mon téléphone Digicel aujourd'hui, j'ai besoin de Natcom, je vais le numéro de téléphone, moi, je vais Natcom. Si mon numéro Natcom, je vais joindre Digicel, je vais le numéro Natcom, je vais joindre Digicel. Donc, ça vient faire que la compagnie n'est pas en otage encore, parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de lever ou quitter la compagnie, et puis on conserver le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est pour vous que le vini. On est capable de faire les prochaines 20 années, ou changer de compagnie de téléphone. Chaque année, on toujours le même téléphone. Donc, dossier ça, ce dossier qui est en cours, ce dossier que nous avons géré, qui a un aspect technique très pointilleux là-dedans, parce que il faut que deux opérateurs soient capables de reconnaître le numéro, le bon appel qui fait, et bien numéro ça,
même si son numéro qui était Digicel connaît que c'est pas pour lui que le numéro ça y encore. Donc, il y a un bon aspect technique qui pour nous gérer et pour nous capables d'arriver à implémenter portabilité. Et je suis capable de dire aujourd'hui que date de lancement portabilité, c'est 15 novembre 2015. Nous sommes capables, si vous n'êtes pas satisfait avec une compagnie, meilleurs gens pour compagnie avoir bon service, eh bien, c'est parce que la compagnie connaît qu'à n'importe quel moment capable de vous quitter, ou à quel numéro, et bien, la compagnie est obligée de bon service. Autre nouvelle, le ministère de l'économie de l'éducation nationale a lancé ce lundi une enquête cartographique scolaire dans 5 départements du pays, l'Ouest, le Nord, le Sud, la Grand'Anse et l'ENIP. Cette enquête se fera en collaboration avec le Centre national et de l'information géospatiale. Ces résultats seront stockés dans les bases de données du ministère. Ils permettront aux autorités du pays d'avoir de plus amples informations sur les écoles publiques et privées existant dans le pays, ce qui les facilitera à prendre des bonnes décisions en ce qui a trait à la construction de nouveaux édifices scolaires. La collecte de données mobilisera un total de 700 enquêteurs, a précisé le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au micro de Maxon Joseph. Matin, le ministère a convoqué la presse pour capable signaler à l'opinion publique et plus particulièrement à la communauté éducative, là, directeur d'établissement, lancement d'une enquête qui sont premières du genre, qui sont enquêtes sur cartographie scolaire en Haïti qui a utilisé géolocalisation. Donc en partenariat avec le Centre national d'information géospatiale, CNJS, dont le directeur est là, et il pourra démontrer tout à l'heure qui l'enquête là pour le fait. Donc, il y a 700 enquêteurs qui sont mobilisés à travers le territoire national là. Et bien sûr, il y a une première phase qui a commencé au niveau de 5 départements pour que, après le travail qu'il y a pour faire, le ministère, dans le cadre d'application de 12 mesures, particulièrement la mesure numéro 2, qui dit que faut toute l'école gagne au départ une carte d'identité d'établissement. Donc donner ça au fur et à mesure que collecte données a fait, il a centralisé dans la base de données, dans le serveur que le ministère a utilisé pour qu'à la fin, nous avons une base qui permet nous un recensement géolocalisé. Donc toute l'école nous pour nous connaître côté où nous avons besoin d'une meilleure décision sur l'école nous là que l'État ou même privé pour décider de faire un établissement, il faut faire exactement côté qu'on a plus besoin. Pour sa part, le directeur du Centre national et de l'information géospatiale, Bobby Emmanuel, a montré l'aspect technique de l'enquête. La phase de sélection des écoles sont déjà en cours et la deuxième phase des collectes de données sera pour bientôt. Les moyens technologiques seront mis à la disposition des enquêteurs pour la réalisation de ce travail, a indiqué M. Emmanuel. Cette enquête cartographique scolaire sera centrée sur le positionnement des écoles mal situées dans le pays. Les précisions de Bobby Emmanuel au micro de Maxon Joseph. Cartographie scolaire là, ça lié, c'est arriver à connaître qui côté l'école là positionnée au niveau territoire et de façon précise. Et une autre information tout que nous pourrons fournir au ministère là, à travers et enquête ça, c'est qui ça qui est aux alentours de l'école là, dans qui environnement l'école là. Et le ministère a parlé tout à l'heure de zones inondation, de zones glissement de terrain, mais il y a l'autre infrastructure tout qui est capable de considérer comme des infrastructures de nuisance à l'école là. Et on l'école qui est tout près en gare routière, qui est tout près au marché, qui est tout près des activités qui ont généré des bruits et aux alentours de l'école là. Donc c'est tout élément ça que nous pourrons cartographier, que nous pourrons localiser, qui pourront permettre au ministère là après faire analyse. Donc nous pourrons produire base d'informations géolocalisées ça pour le ministère et toute analyse que le ministère pourra faire avec lui et immense par la suite. Et enquêteurs y a privé sur terrain, il a coordonné l'école là, il a rempli des informations au niveau de l'école là avec tablette là, il a pris en photo et l'école là et il a pris tout des informations sur infrastructure administrative et ministère, à savoir direction départementale, direction et bureau de district scolaire, etc. Donc,
Autre information, signature ce lundi 20 avril d'un protocole d'entente entre le Bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA, et la Radio-Télévision nationale d'Haïti. Par cette entente, la RTNH devra ajouter à son budget d'ici le prochain exercice fiscal une partie qui facilitera le paiement des œuvres utilisées à la télévision, a indiqué la directrice générale du BHDA, Emily Prophète-Milsé, affirmant que le BHDA entend ainsi lancer un message clair aux médias du pays diffusant les œuvres des artistes sans payer les droits d'auteur. Les explications d'Emily Prophète-Milsé au micro de Ludmilla Marc et David Samus François. La télévision nationale prévoit dans le prochain budget une ligne pour payer œuvres sous droit que l'on utilise. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire qui annonce cette fleur parce que l'État n'a pas fait bagage qui est illégal. Si l'État dit faut tout le monde qui utilise œuvres artistiques payer des redevances, payer des droits, l'État a prêté de voile au propre. Son protocole qui signe déjà avec la Bibliothèque nationale depuis l'année dernière, et le protocole ça l'a signé avec une média, une institution de service public qui est emblématique dans le pays, Télévision nationale d'Haïti, qui prévoit dans le budget en ligne pour payer droits d'auteur, pour payer œuvres qui sous loi. Évidemment, première année, il n'y a pas de prendre là parce que nous connaissons toujours des problèmes de budget, nous n'avons pas un pile corps, mais en même temps, symbolique là extraordinaire et son message sans distorsion, nous voyons d'autres médias, toute instance qui a utilisé œuvres qui sous loi, œuvres artistes produits, parce que artistes tout ont besoin de vivre. Donc nous avons besoin que l'artiste ait un corps pour que ça crée plus, pour que ça soit autonome et pour nos pays, pour et question et industrie culturelle et créative là, développer dans le pays parce que c'est ça droit d'auteur et tout, c'est développement industrie culturelle et créative de respecter le droit d'auteur. De son côté, le directeur général de la Radio nationale d'Haïti, Erol Israël, se réjouit de la signature du protocole d'entente ce lundi avec le BHDA, qui, affirme-t-il, traduit la volonté de la RTNH de supporter la culture locale. M. Israël fait ressortir l'importance du respect des droits d'auteur. Il rappelle qu'une telle initiative tend à renforcer la culture haïtienne. Harold Israël. Je dis à TNH avec BHDA signer un protocole d'accord pour le respect des droits d'auteur. Pour ça, Madame Directrice Générale, c'est un acte que nous posons ensemble dans la semaine propriété intellectuelle là pour nous montrer volonté nous pour nous travailler pour addition. En tant que directeur général de la télévision nationale, permettez-moi que dis-nous qui j'en fier et honoré du fait que mon côté artiste aujourd'hui et mon côté directeur général pour bosser travail ça. Matin en TNH présent, il signe un nom intérêt sans réserve que la télévision nationale, la télévision pays a gagné pour la culture. Nous avons l'honneur que les créateurs nous pas jamais suspendre faire pour pays nous pour drapeau nous tout côté au passé. Nous signons parce que c'est richesse ça que tout le peuple a revendiqué aujourd'hui. La TNH signe parce qu'en tant que directeur général, je crois que le respect du droit d'auteur est un acte de responsabilité parce que pour qu'un homme ou une femme puisse vivre de son art est un acte de dignité. Parce que le service public se doit d'être crédible dans la promotion du respect du droit d'auteur, car peut-être comment peut-on reprocher aux autres si l'on ne commence pas à faire droit au droit d'auteur. TNH parce que le respect du droit d'auteur, c'est lui qui nourrir vitalité pour créer plus, vitalité talent. Parce que le respect du droit d'auteur renforcé, les bails qui j'arrête, les nourrir la culture. Parce que le respect du droit d'auteur, c'est lui-même qui est capable de préserver cette richesse que le peuple haïtien, je encore capable de revendiquer et pas envie de partager avec personne, qui c'est culture nous, qui propre à nous-mêmes et qui est unique, même dans le Caraïbe là qui est déjà très diverse. Il faut dire que le Bureau haïtien des droits d'auteur a également lancé ce lundi la semaine de la propriété intellectuelle autour du thème propriété intellectuelle et économie des industries culturelles. La semaine de la propriété intellectuelle durera jusqu'au 24 avril prochain. Dans l'intervalle, le BHDA a remis un chèque de 100 000 gourdes à deux étudiants mémorants en droit, Marie-Jo Dorsa et Telusma Marc Edwins, dont le thème de leur projet est centré sur le droit d'auteur. Les deux bénéficiaires saluent cette initiative du Bureau haïtien du droit d'auteur qu'ils jugent très louable. Marie-Jo Dorsa, prenant la parole en la circonstance, a tenu à remercier le BHDA
pour cette opportunité. On l'écoute. Je suis profondément sensible à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui de recevoir ce prix et je veux exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du Bureau haïtien du droit d'auteur et leurs collaborateurs qui me font mérite de cette cérémonie déjà inoubliable. Il est naturel que je saisisse cette occasion pour remercier la ministre de la Culture, Mme Joanne Deraton, et la directrice du Bureau haïtien du droit d'auteur, Mme Émilie Prophète-Milsé, d'avoir pris cette grande initiative. C'est avec fierté que je reçois ce prix, à l'appellation pleine du sens. Et je prie Madame la ministre et les membres du Bureau du droit d'auteur d'accepter ma profonde gratitude pour la haute distinction dont ils m'honorent. Pour terminer, permettez que je vous témoigne ma volonté d'être, grâce à la réalisation de ce travail de recherche, admise au rang de ceux qui contribuent au respect du droit d'auteur en Haïti. Je vous renouvelle, mesdames, messieurs, ma plus profonde gratitude. Encore une fois, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse et bénisse Haïti. Autre information, la Fondation Institut Droit pour tout le monde a organisé un symposium des jeunes ce lundi. Les échanges visent à mieux harmoniser les relations qui existent entre jeunes et adultes. Par cette initiative, la Fondation entend permettre aux jeunes d'avoir un espace pour émettre leurs idées et de faire valoir leurs droits. La directrice générale de la Fondation, Chantal Volsicéan, a fait savoir qu'un manuel contenant toutes les revendications des jeunes sera publié à la fin de l'année. Plus de précisions avec Chantal Volsi au micro de Samus, David François. Ce symposium qu'a fait aujourd'hui, c'est créer un espace côté pour que la jeunesse haïtienne soit capable de parler. Mais non seulement qu'elle peut parler, mais que l'issue que y attendait. Parce que le symposium ça et comme résultat, dans notre scolaire au mois de septembre, on a sorti un livre, les actes du symposium ont sorti, pour que nous disions, mais ça que la jeunesse haïtienne dit sur ça qui est dans la tête. Le symposium a un questionnaire qui marche avec, qui est en ligne. Ce qui est intéressant dans ce symposium, c'est que c'est les jeunes qui préparent le questionnaire. Donc le questionnaire exprime les préoccupations que eux-mêmes ont gagnées. Et nous dit jeunesse ça 2015, c'est première génération 21e siècle. Ça veut dire 2015, si vous avez fait en l'an 2000, vous avez 15 ans, vous tombez dans la catégorie jeunesse que souvent vous avez divisé de 15 à 35 ans. Et si en l'an 2000, vous avez fait déjà, donc vous faites partie de première génération. Ça, que nous avons les premières générations 2015 et 21e siècle, vous connaissez nos actions intergénérationnelles qui c'est une valeur que la Fondation Droit pour tout le monde valoriser, mais devant pour nous suspendre, première exclusion nous fait, première division gain, sont affaire de jeunes pas chita grand monde pas chita jeune, nous-mêmes dans la Fondation Droit pour tout le monde nous changer ça. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Le dossier libération de Woodley Etéard et Renel Nelfort accusés de kidnapping et trafic de drogue. Le réseau national de défense des droits humains dénonce une manœuvre du pouvoir en place et prévient contre une mise en danger des policiers nationaux. Dans l'actualité également éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers temps, le ministère de la Justice tente de faire le ménage. Maître Clamé Oknam Dameus, lui, devient le nouveau chef AI du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en remplacement de Kerson Darius Charles, mise en disponibilité. Enoch Généus, ancien commissaire du gouvernement des Gonaïves, est démis de ses fonctions. Un nouveau commissaire du gouvernement à la cour d'appel, Carves Jean, vient remplacer Raphaël Jean-Baptiste qui part en retraite. Dans l'actualité également, plus que 72 heures avant que le CEP ne mette fin au processus d'inscription des candidats aux prochaines législatives, 1440 candidats se sont inscrits jusqu'à date, 185 au Sénat et 1255 à la députation. Ouverture de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée, initié par la firme privée Groupe Croissance. Les discussions qui dureront 5 jours s'articuleront autour du thème « Financer les exportations d'Haïti ». Et puis enfin, 15 novembre 2015, c'est la nouvelle date fixée par le Conatel pour rendre effective la portabilité. Ce projet qui permettra aux utilisateurs de téléphones mobiles de garder leur numéro, même en changeant de compagnie. Voilà qui met fin à cette édition.
Et merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.